Bonjour et bienvenue dans la salle 1, votre podcast cinéma. Ouvrez grand vos oreilles, attrapez un pot de popcorn et installez-vous bien confortablement. La séance va bientôt commencer. Bonjour et bienvenue à tous dans la salle 1, votre podcast cinéma. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une fois, je suis accompagné de Sébastien. Toujours fidèle au poste. Et oui, nous sommes là, encore une fois, pour vous parler de cinéma. On espère que vos 2 dernières semaines se sont bien passées et qu'elles furent riches en découvertes cinématographiques. Et nous, on va continuer à vous parler de cinéma, comme toujours, toutes les 2 semaines. Et je propose qu'on commence tout de suite avec l'avant-séance. Salle 1, le podcast. Et dans l'actu cinéma, dans les 2 prochaines semaines, je vais vous parler rapidement des sorties que nous allons avoir. On n'a pas non plus énormément de sorties cinéma, donc ça va être assez concis pour cette fois. Mais on n'a pas la quantité, mais on a quand même un petit peu de qualité. Oh. Et ça, est-ce que c'est pas le principal ? Magnifique, c'est si bien dit. Et oui, et donc cette semaine, au cinéma, vous pouvez retrouver le successeur de Xavier Legrand. Je vais vous lire le synopsis. Heureux et accompli, Elias devient le nouveau directeur artistique d'une célèbre maison de haute couture française quand il apprend que son père, qu'il ne voit plus depuis de nombreuses années, vient de mourir d'une crise cardiaque. Elias se rend alors au Québec pour régler les histoires de succession. Le jeune créateur va découvrir qu'il a hérité de bien pire que du cœur fragile de son père. Voilà, encore un film qui parle du Québec. Décidément, la France et le Québec, on est tellement soudés, c'est ça qui est merveilleux. Et n'empêche, j'y pense, mais c'est pas quelque chose d'assez rare, un film vraiment pour le coup franco-québécois qui se passe en France et au Québec, tu sais, quelque chose de vraiment lié au plus que par la production du film. Écoute, moi, c'est honnêtement aussi une des premières fois que je vois ce scénario-là. On a hâte de voir ça. Au Québec, c'est déjà disponible au cinéma actuellement si jamais vous voulez le voir. Et en France, ça sort le 21 février, donc demain ou aujourd'hui en fonction de quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Donc on vous encourage à aller le voir. Le réalisateur est français et de chez toi. Oui, c'est un réalisateur français. Il est né à Melun, la belle bourgade de Melun en Seine-et-Marne, dans le même hôpital que moi. Sauf qu'on n'est pas du tout nés la même année. Mais Xavier Legrand et moi, on a quelque chose en commun et ça, c'est assez incroyable. C'est pour ça que ce film doit être sûrement très bien. Je vais m'empresser d'aller le voir. Sinon, cette semaine, on a aussi Une vie de James Hawes. J'imagine que ça se dit comme ça. Le nouveau film avec Anthony Hopkins. Oh. Donc, le synopsis est le suivant. Prague, 1938. Alors que la ville est sur le point de tomber aux mains des nazis, un banquier londonien va tout mettre en œuvre pour sauver des centaines d'enfants promis à une mort certaine dans les camps de concentration. Au péril de sa vie, Nicolas Winton va organiser des convois vers l'Angleterre où 669 enfants juifs trouveront refuge. Et enfin, la semaine prochaine, au cinéma, on retrouve pas énormément de films, mais on en retrouve un tout particulièrement. C'est Dune 2, la deuxième partie de Dune. Je vous lis très rapidement le synopsis, mais je pense que la plupart d'entre vous savez de quoi on parle. Donc dans Dune, deuxième partie, Paul Atreides s'unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes, choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers. Sébastien, je crois que tu as assez hâte de le voir, hein ? Oh oui, j'ai grandi avec le Dune original, le film de 1980 et des brouettes. Ah, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Écoute, moi je suis pas aussi enthousiaste que ça, je suis pas un grand fan de la licence, mais j'irai le voir avec très grand plaisir. J'ai quand même hâte de connaître la suite de l'histoire de Paul Atreides. C'est déjà la fin de l'avant-séance parce que, comme je disais, on a juste... il y a d'autres films qui sortent. On vous encourage à aller voir la programmation du cinéma proche de chez vous. Mais voilà, une petite sélection pour vous cette semaine. On espère que vous allez en voir un maximum. Mais ne perdons pas plus de temps et enchaînons tout de suite avec la séance. Salle 1. Et bienvenue dans la séance. Comme tout épisode, on va vous chroniquer 2 films. Sébastien, cette semaine, va nous parler de Argylle. Et moi, je vous parlerai des Chambres Rouges. Et tout de suite, je donne la parole à Sébastien. Là, je vais faire mon petit pinailleur Argylle. Oh, excuse-moi. Attention, c'est important.
Donc, Argyle, ce film Argyle, film de Matthew Vaughn, je m'excuse, hein, je le dis peut-être mal, c'est le réalisateur notamment des Kingsman. D'ailleurs, vous verrez si vous allez voir le film qu'il y a un lien avec Kingsman, je vous en dis pas plus. Donc dans ce film, il y a un beau parterre d'acteurs, on retrouve notamment la très célèbre actrice Dua Lipa. Ah ouais. Alors, très grande actrice en effet. Effectivement, donc c'est son premier rôle au cinéma, tout le monde en a fait un foin, on la voit 5 minutes dans le film, c'est pas non plus... Sinon, dans les autres acteurs très connus, John Cena. Ah ouais, un tout petit, c'est encore un grand acteur, hein, c'est ça. À partir de maintenant, c'est des acteurs. Ok. Je te rassure, Henry Cavill, ça va, on Ok. connaît. Bryce Dallas Howard, c'est une actrice qui a joué dans pas mal d'autres de films. C'est une bonne actrice. Et Sam Rockwell, donc Bryce et Sam Rockwell sont les vrais 2 acteurs principaux du film. Pour le pitch rapide, donc Ellie Conway est une romancière spécialisée dans l'écriture de romans d'espionnage. C'est un film d'espionnage. Donc elle est l'auteur à succès de la saga littéraire Argyle, mettant en scène un agent secret fictif du même nom. Et donc en fait, le tome 4 vient de sortir, elle travaille sur le 5e volet. Sauf que il va se passer un problème, c'est qu'elle va rencontrer un agent secret dans la vraie vie véritable. Pour la vraie vie véritable, tu me mens. Eh non, je te promets que c'est vrai. Et en fait, des gens, quand elle va rencontrer ce gars-là, des gens viennent la tuer parce qu'en fait, elle sait des choses et tout ce qu'elle a écrit, soi-disant, serait des prémonitions. Est-ce que tu viens de spoiler le film ou... Non, c'est dans le pitch du film. Ah ok. Voilà pour le pitch de base du film. Bon, maintenant, on va en parler rapidement de ce film. Quand tu vas voir ce film-là, Argyle, tu vas voir ce film en te disant c'est un film parodiant un petit peu, on va dire, les films d'espionnage classiques, dont les Kingsman, clairement, et c'est kitsch. Tu vas avec ce mindset-là au cinéma en te disant ok, on va voir un film comme ça. J'avais adoré les Kingsman. Oui, moi aussi. Je te rassure. J'adore la licence. Bon, peut-être un peu moins le dernier parce que la scène avec les fromages qui sont explosés, c'est pas super réaliste, mais en tout cas, j'avais vraiment aimé les Kingsman. Eh bah, disons que Argyle est dans la continuité des fromages qui explosent. En fait, disons que les 2 premiers tiers du film, on est dans le kitsch, on est dans le film d'action, il y a des scènes d'action, on rigole. Tu sais, c'est ok, tu dis ok, c'est cool. Clairement, bon, les effets spéciaux, je crois que c'est un film à très gros budget quand même, c'est une production Apple. 200 millions. Il me semble, hein. Bah, clairement, ils ont pas trop mis dans les effets spéciaux, je pense plus dans le cachet des acteurs qu'ailleurs. Ah, Dua Lipa, elle coûte cher. Hein. Ça doit être ça. En tout cas, les 2 premiers tiers du film, le film est cool. Tu passes pas un mauvais moment, mais t'es pas en train de te dire incroyable, donnez-lui tous les Oscars de la planète. Ouais. Mais c'est ok. Et à un moment donné, je pense que le réalisateur, il s'est dit, viens, je tente un truc encore plus kitsch. Et ça passe. Après, il dit, ok, je t'entends encore plus. Et ça passe, et ça passe. Et en fait, t'as une surenchère de kitsch et de twists. Alors, ce film, il y a des twists toutes les 5 minutes. T'es là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, t'arrives à un moment donné, t'as mal à la tête. Tu dis, c'est surfait. Ça devient n'importe quoi. Je vais prendre l'exemple d'une scène. Ça va pas vous spoiler un truc incroyable du film. En même temps, il n'y a pas grand chose à spoiler dans ce film. Une des actrices, se bat. Donc, bagarre d'espion, tu vois. Dans une pièce où il y a des espèces de containers, qu'on appelle ça, plein de pétrole. Et il y a du pétrole partout par terre. Et là, elle se dit, mais attends, on peut plus utiliser les armes sinon ça va exploser. Mais avant, je faisais du patinage artistique. J'ai une idée. Et là, elle met 2 couteaux sous ses chaussures. Et là, s'ensuit une scène de baston à coups de couteau, patinage artistique dans du pétrole. C'est lunaire. Je te jure que c'est lunaire. J'ai presque envie de voir cette scène maintenant. Il y en a d'autres, hein, je vais pas tout vous dire, il y en a d'autres. Mais en gros, pour résumer vraiment ce film, pas au cinéma. Non. Demain, tu me dis sur Apple TV le revoir, je suis même pas sûr d'avoir envie. Honnêtement, c'est pas ouf, hein. Par rapport à des Kingsman, c'est vraiment pas ouf. Tu sais, tu t'attends, c'est quand même... Kingsman, c'était quand même des bons films, t'as quand même des bons acteurs, tu dis ouais, au moins on va rigoler. Au début, oui, tu rigoles, mais à la fin, t'es vraiment gêné. C'est des rires gênants à la fin que t'as, tu sais plus trop te placer. Il est très long. La dernière demi-heure étant trop, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Ils avaient un truc sympa, l'histoire est cool. En soi, elle tient la route, elle est vraiment intéressante. Mais non, ça part trop n'importe où. Tu te perds. Ok, donc je pense qu'on peut dire qu'on vous encourage plutôt à attendre la sortie sur Apple TV+, parce que Oui. comme tous les films Apple, normalement ils sortent assez rapidement après sur la plateforme. En tout cas en France, avec la chronologie des médias, on s'attend à ce que ça arrive dans les 6 prochains mois. Nous au Québec, j'imagine que à peu près un mois après la sortie au cinéma, pas plus. Donc, écoutez, allez voir si vous voulez vous faire votre propre avis, mais Sébastien n'a pas l'air... J'irai pas payer au cinéma pour ça, tu vois, j'irai voir d'autres choses. J'ai préféré aller voir, pour regarder Apple, Napoléon.
parce qu'il y a quand même des belles images au cinéma, c'était intéressant. Plus que Argyle qui est vraiment... ouais, voilà quoi. C'est mon résumé, bref, voilà quoi. Super, on pourrait juste dire Argyle. Ouais, voilà quoi. Exactement. Super, bah écoute, merci pour la présentation de ce chef-d'œuvre du cinéma américain que nous encourageons tous et toutes à ne pas aller voir au cinéma. De mon côté, je vais nuancer un petit peu parce que moi, cette semaine, je vais vous parler de Les Chambres Rouges ou Red Rooms dans le titre anglophone. Les Chambres Rouges, c'est un film québécois, et oui, encore un, déjà là au dernier épisode avec Starbucks, cette fois-ci encore un film québécois. Il faut dire que le Québec s'en sort plutôt pas mal en ce moment. Donc c'est sorti en 2023 chez nous au Québec et c'est actuellement au cinéma en France. En tout cas, c'est sorti à la mi-janvier et il y a encore des cinémas qui l'ont à leur programmation. Donc surtout, allez le voir très rapidement si jamais vous avez l'occasion parce que moi je vous le conseille à 100%. En tout cas, 100 fois plus que Argyle. Pour vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que Les Chambres Rouges, déjà c'est réalisé par Pascal Plante, c'est son 3e long métrage au Québec. Les 2 derniers avaient quand même bien fonctionné, donc on est sur une belle lancée. Et le synopsis ou le pitch du film, comme aime dire mon ami Sébastien, c'est le suivant. Kellyanne, qui est interprétée par Juliette Gariepi, se réveille chaque matin aux portes du palais de justice pour s'assurer une place au procès hyper médiatisé de Ludovic Chevalier, qui est lui joué par Maxwell McCabe-Locos. C'est un tueur en série duquel elle est obsédée. Au fil des jours, la jeune femme tissera des liens avec une autre groupie, interprétée par Laurie Babin, ce qui l'extirpera momentanément de la solitude étouffante. Mais à force de côtoyer les parents des victimes dans un procès qui s'enlise, Kellyanne a de plus en plus de difficultés à maintenir son équilibre psychologique et à assumer sa fixation maladive pour le bourreau. Elle tentera alors par tous les moyens de mettre la main sur l'ultime pièce du puzzle, la vidéo manquante du meurtre d'une des victimes avec qui elle a une inquiétante ressemblance. Ça t'inspire ? Oui, alors je me posais la question pendant que tu lisais, est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie, ou en tout cas inspiré d'une histoire vraie, cette chose-là ? C'est bien parce que tu me poses toutes les semaines les mêmes questions, oui, donc c'est assez facile à prédire, absolument pas, on est totalement sur une fiction ici. Il y a des éléments de vrai dans l'histoire que je vais vous expliquer maintenant. Mais l'histoire est complètement fausse, on ne relate pas quelque chose de vrai. Sache que même si tu parles de Dune, je te demanderai si c'est tiré d'une histoire vraie. Ce sera toutes les semaines, tu auras droit. Mais Dune, c'est tiré d'une histoire vraie, Sébastien. Ah. C'est une blague. Alors, dans Les Chambres Rouges, déjà je vais commencer par définir c'est quoi une chambre rouge. Oui. Une chambre rouge, dans le jargon du dark web, donc de l'internet profond, c'est en fait des salles dans lesquelles on va torturer des personnes à leur insu. On se fait rarement torturer par plaisir. En tout cas, il y en a quelques-uns qui doivent aimer ça, mais ici, on va pas aller sur ce terrain-là, je pense. On parle pas de ce sujet-là, donc on met les personnes dans ces salles rouges et on les torture jusqu'à la mort. On leur fait subir tous les sévices les plus horribles. Et tout cela est bien entendu filmé, puis vendu aux enchères à des psychopathes sur le dark web contre quelques milliers, dizaines de milliers, peut-être même voire des millions d'euros. Donc il y a des gens qui s'arrachent ce genre de vidéos. Ici, dans Les Chambres Rouges, on va parler donc de Monsieur Chevalier, qui serait le coupable de 3 meurtres exécutés dans ces chambres rouges. On a retrouvé 2 corps proches de son domicile. C'est la raison pour laquelle il est accusé. Et on parle ici de meurtres de mineurs, de jeunes filles mineures qui correspondent toujours aux mêmes images, jeunes, blondes, aux yeux bleus, en uniforme. Donc on en a retrouvé 2, entre 13 et 15 ans. Et il manque la 3e. Et donc dans ce film, en fait, on va vivre le procès de cet homme du début à la fin, sous les yeux de Kellyanne, donc interprétée par Juliette Gariepi. Et on va se rendre compte qu'elle a vraiment un lien très malsain avec les événements dont on nous fait part. Pour vous mettre dans le contexte, la première scène du film, c'est vraiment la présentation par les avocats de ce que je viens de vous dire en réalité. Et l'avocate dit exactement qu'elle a pensé abandonner le procès tellement les images étaient dégueulasses. Et elle demande au jury, qui a été sélectionné spécialement pour ça, est-ce que vous vous sentez prêt à voir des images qui sortent de l'entendement ? C'est vraiment des images horribles. Et donc, pendant tout le film, on va
suivre le procès, la relation malsaine avec les deux acolytes joués par Juliette et par Laurie Babin, qui, elle, pense que cet homme serait potentiellement innocent. Ok. Parce que faut pas oublier que la présomption d'innocence existe. Donc Oui. tant qu'une personne n'a pas été condamnée coupable, reconnue coupable d'un crime, il est pour le moment innocent. C'est ça. Donc voilà, c'est le pitch du film, c'est ça qui se passe pendant tout le film. Moi, mon ressenti sur le film, c'est incroyablement bien fait. Ouais. Les images sont magnifiques. Ça s'appelle Les Chambres Rouges. Et Pascal Plante, dès qu'on arrive dans une scène un peu importante ou un peu glauque, on est sur des tons très rouges. Ouais. On est sur des tons assez sombres. C'est très bien fait. La musique est incroyable. Tout le long du film, on est transporté de A à Z par la musique du film. La bande originale est vraiment malade. Les actrices jouent extrêmement bien. Il y a cette scène dans le palais de justice, dont je tairai les événements, qui est ultra malaisante, mais tellement bien réalisée. Ok. Si jamais vous voyez le film, vous allez reconnaître la scène immédiatement. Il y en a une qui est plus marquante que les autres. Puis, au-delà de ça, on parle quand même de petits sujets de société assez intéressants. Les dangers de l'Internet, tout simplement. On n'est jamais anonyme sur Internet. Tout ce qu'on fait sur Internet est fiché et on peut vous retrouver. On parle aussi de dangers des produits connectés. On peut rentrer chez vous avec une serrure connectée de manière très simple. Et on va aussi parler de l'image en soi d'une personne, parce que Juliette, Kellyanne dans le film, est mannequin et du jour au lendemain, elle se rend compte qu'il faut qu'elle fasse absolument attention à l'image qu'elle rejette, parce que forcément ce procès est médiatisé. Donc aussitôt qu'elle va être affiliée à quelque chose qui pourrait aller contre les idées de l'entreprise de mannequinat, etc., là, ça se pourrait que ça devienne une catastrophe aussi professionnellement, surtout quand son image est utilisée un peu partout. Donc voilà, ça parle de plein de sujets intéressants. Ouais, et puis les sujets aussi, on en entend souvent parler, en tout cas à la télé, choses comme ça, c'est la relation que certaines personnes peuvent avoir avec des potentiels, on va pas spoiler le film, mais potentiels criminels. Il y a des adorateurs de criminels et ça fait partie des sujets glauques, mais qui existent bien, malheureusement. Oui, c'est vrai qu'on en a quelques-uns. On suit exactement ce genre de comportement ici, donc c'est très intéressant. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le film, en général, ça vous couche. À la fin, vous êtes couché tellement vous avez vécu des émotions fortes, mais vous n'allez pas pouvoir dormir. Vous avez beau être couché, vous ne pourrez pas dormir tout de suite après le film. Il faut un temps assez important pour digérer le film, mais c'est tellement bien réalisé. Et en réalité, il n'y a pas d'image vraiment choquante. Là, le film est accessible à tous. Ouais. C'est plus l'ambiance que va installer le réalisateur dans le film. Le sujet qui est un petit peu touchy également. Donc voilà, moi je vous encourage à le voir en tout cas. Moi je lui ai mis 4,5 je pense sur 5 sur Letterboxd. C'est vraiment une révélation pour moi du cinéma québécois. Pascal Plante, je ne connaissais pas. Je vais regarder ses autres films, voir si les autres films sont aussi bons. Pour vous les Français, donc je disais que c'est disponible sûrement actuellement encore au cinéma. Je vous encourage à aller le voir. Sinon, ce sera disponible en physique et en numérique bientôt sur les plateformes. Pour le Québec, c'est d'ores et déjà disponible en Blu-ray. C'est disponible en Blu-ray et en VOD sur toutes les plateformes. Ce film a quand même remporté le prix du meilleur film du Festival international du film de Toronto. Et Juliette Guerrier-Pierre a remporté également quelques petits prix intéressants sur ce film. Donc allez-y, foncez et dites-nous-en des nouvelles dans les commentaires, par exemple sur Spotify ou sur YouTube. Exactement. Et pour Letterboxd, moi j'ai mis 2 à Argyle. Oui, d'ailleurs, on peut faire nos propres promos à Letterboxd. Si vous voulez nous suivre, parce que on parle pas de tous les films qu'on voit, mais on les met tous sur Letterboxd. On est très actifs. On mettra les liens, dans la description Spotify. Les gens pourront directement cliquer dessus. Sur les liens d'affiliation, entre guillemets. Parfait. Donc, si vous voulez nous retrouver sur Letterboxd, les liens sont dans la description du podcast Balado. On vous suivra en retour avec grand plaisir. Exactement. Et maintenant, si on passait au petit jeu. Oui, monsieur. Et oui, on vous a préparé un petit jeu pour le générique. Enfin, un petit jeu. On va surtout parler des Césars. Mais tout d'abord, générique. Salle 1, le podcast.
Et bienvenue dans le générique. Dans le générique, on parle de tout et de rien, mais on parle surtout de tout. Et oui, cette semaine, on va vous parler des Césars. On a déjà abordé le sujet dans le dernier épisode, mais la cérémonie approche. Et on s'est dit, pourquoi pas faire nos pronostics sur ce qui va arriver. Donc Sébastien et moi, on va vous donner nos avis sur qui va remporter les fameuses statuettes. Et on fera sûrement la même chose pour les Oscars. On va faire ça sous forme de petits jeux parce que je t'annonce Sébastien que le perdant, parce que oui, il y a un enjeu, le perdant devra faire une chronique sur le sujet du choix de l'autre. Oh. Donc je choisirai le film que tu devras chroniquer ou tu choisiras le film que je devrais chroniquer en fonction de celui qui gagne ou non. Oh, j'ai eu une idée, il faut que je gagne. Ok, concentration. Allez Sébastien, tu peux le faire. Alors, je te propose de commencer ça. Allez, vas-y, tout on est de parti. suite. On va pas passer toutes les catégories des Césars parce que ce serait bien trop long. Puis on n'a pas vu tous les films non plus. Hein. Honnêtement, on n'en a pas vu énormément. Mais on a une bonne idée quand même en fonction de nos préférences, etc. Donc on va vous donner nos pronostics. Et je vous propose de commencer tout de suite avec la meilleure réalisation. On va garder le meilleur film pour la fin. Ok. Dans la catégorie de la meilleure réalisation, les nommés sont Justine Triet pour Anatomie d'une chute, Catherine Breillat pour L'été dernier, Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages, Cédric Kahn pour Le procès Goldman et Thomas Caillet pour Le règne animal. Selon toi, Sébastien, qui va remporter ? Ok, alors maintenant qu'il y a un enjeu, je vais réfléchir stratégiquement parlant. En vrai, je pense que ça va être Justine Triet pour Anatomie d'une chute. Je suis assez serein là-dessus qu'ils vont remporter pas mal de prix, à mon humble avis. Je pense que Justine Triet va avoir pas mal de statuettes, mais pour la meilleure réalisation, je sais pas. Moi, il y a quand même Le règne animal qui est vraiment très présent aussi, même plus présent que l'Anatomie d'une chute. Moi, je dirais avec Le règne animal. Ok. Et que déjà, on a des avis différents. Et ça, c'est pour le jeu, c'est bien. Ah, c'est beau, c'est le beau jeu, c'est le beau jeu. Ensuite, nomination pour la meilleure actrice. Sont nommés Marion Cotillard pour Little Girl Blue, Léa Drucker pour L'été dernier, Virginie Efira pour L'amour et les forêts, Asia Herzi dans Le ravissement et Sandra Hüller dans Anatomie d'une chute. Alors, Bon, je vais commencer parce que tu as déjà commencé sur celui d'avant. Je voudrais que ce soit le plus équitable possible. Hein. J'ai pas vu la majorité des films ici, mais moi je pense que... Honnêtement, j'aimerais que ce soit Léa Drucker pour tous les derniers films qu'elle a fait, mais je pense que c'est Sandra Hüller qui va l'avoir. Eh bah tu vois, on va encore pas être d'accord. Oh, je pense en tout cas que ça va être Marion Cotillard pour Little Girl Blue. C'est vrai, j'ai pas vu le film, mais on en a vu vraiment beaucoup de bonnes critiques sur le jeu de Marion Cotillard dans ce film. C'est un de ses films apparemment les plus aboutis. Mais en même temps, Sandra Hüller, à mon avis, avec tout ce qui se passe autour d'Anatomie d'une chute... Ouais, mais dans ce cas-là, tu fais gagner tous les prix à Anatomie d'une chute. C'est vrai. Bon, écoute, on n'est pas d'accord encore une fois. On pourrait en débattre 5 minutes, mais moi, je l'ai pas trouvé... c'est pas celle que j'ai trouvé la meilleure dans ce film Anatomie d'une chute. Écoute, parfait. On va voir le résultat bientôt. On continue avec le meilleur acteur. Dans la catégorie des meilleurs acteurs, les nommés sont Romain Duris dans Le règne animal, Benjamin Laverne dans L'Abbé Pierre, une vie de combat, Melville Poupeau dans L'amour et les forêts, Raphaël Quenard dans Yannick et Harry Wortalter dans Le procès Goldman. Je te laisse commencer. Raphaël Quenard, hein. Quenard, pardon. Mais Raphaël Quenard, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Je pense que en fait, même au-delà de Yannick, c'est pour tout ce qu'il a fait dans cette année 2023, il doit gagner un prix, un César. C'est obligé. Je pense qu'il va en avoir un, mais je suis pas sûr que ce soit dans cette catégorie-là. Moi, je le veux. Même si c'est pas lui, je veux quand même que ce soit lui. Il le mérite tellement que il va l'avoir. J'ai envie d'y croire moi aussi, mais je vais quand même dire Romain Duris dans Le règne animal. Ouais, j'ai hésité parce que objectivement, oui, mais non, Raphaël Quenard. Parfait, écoute, on verra le résultat. Et on enchaîne avec les nominations pour la meilleure actrice dans un second rôle. Sont nommés Leila Bekti dans Je verrai toujours vos visages, Galatea Belougui dans Chien de la casse, Élodie Boucher dans Je verrai toujours vos visages, Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages également, et Miu Miu dans Je verrai toujours vos visages aussi. Décidément, beaucoup d'actrices nommées dans ce film. Et parce qu'il y a beaucoup d'actrices dans ce film. Toi, tu l'as vu, hein ? Oui. Ouais. Et c'est là que, justement, tu sais, au début, il y avait Leila, je dis, ah ouais, c'est vrai qu'elle était bien. Et puis après, j'ai vu les autres, en fait, toutes, elles le méritent.
Est-ce que tu as une idée de qui, pour toi, pourrait le gagner? Moi, Toi, tu veux dire Adèle, c'est sûr. non, Adèle, elle est incroyable, mais je pense que c'est Galatea Belougui dans Chien de la Casse qui va l'avoir. Tu sais que là, vraiment, premier degré, j'hésite. Justement, entre. Même Leila Bekti a été très bonne dans Je verrai toujours au visage. C'est vrai que Galatea aussi. Ah, je vais quand même aller avec Adèle Exarchopoulos. Oh, Elle a parfait. vraiment Et on été- est vraiment d'accord sur rien. Ouais, mais c'est ça qui est bien. C'est merveilleux. Tu sais, il va y avoir du suspense jusqu'au bout. Tu sais ce qui serait drôle? Qu'il y ait égalité. Ce serait pas qu'il y ait égalité, c'est qu'il y ait 0-0. On n'ait aucune bonne prédiction. Ça, ce serait vraiment très drôle. Ah, ça serait tellement triste. Bon, on enchaîne tout de suite avec la nomination pour le meilleur acteur dans un second rôle. Swan Arlo dans Anatomie d'une chute, Anthony Bajon dans Chien de la Casse, Arthur Harari dans Le procès Goldman, Pio Marmaille dans Yannick et Antoine Reinhardt dans Anatomie d'une chute. J'ai commencé la catégorie d'avant, je te laisse commencer. Ok. Alors, tu vois, j'aurais dit Swan Arlo, mais s'il n'y avait pas eu Anthony Bajon. Donc, pour moi, ce serait Anthony Bajon. Je pense que c'est Swan Arlo. Ah, mais s'il fait exprès. Honnêtement, je pense que Raphaël Quenard mérite un petit peu plus que Anthony Bajon. Et surtout, Swan Arlo, Ah, il a été incroyable. on est d'accord, c'est l'enfant. Hein. Non, Swan Arlo, c'est l'avocat. Ah, c'est l'avocat, bah, c'est sûr, c'est lui. Et il a été, pour moi, c'est lui le meilleur acteur d'Anatomie d'une chute. C'est vraiment celui qui a porté le Oui. film de A à Z, Mais- selon moi, avec l'enfant et le chien. À moins qu'Anthony Bajon soit dans la révélation masculine de l'année, ce qui n'est pas le cas. Donc, je sais pas. En vrai, j'hésite. Les deux me feront plaisir. Mais je vais mettre une pièce sur Bajon. Pour être différent un peu. Comme depuis le début. Bon, la catégorie suivante. Nomination pour le meilleur film étranger. Sont nommés dans la catégorie L'Enlèvement de Marco Bellocchio, Les Feuilles Mortes de Aki Kaurismäki, Oppenheimer de Christopher Nolan, Perfect Days par Wim Wenders et Simple comme Sylvain par Monia Chokri. Là, moi, j'ai envie de dire vraiment parce que le film est sympa, puis Oppenheimer. Juste Oppenheimer, ça peut pas être un Écoute, autre. je vais pas te contredire, j'allais dire Oppenheimer aussi. Donc là, pour Là-dessus, le on coup, est d'accord. on va finir en beauté, on est d'accord là-dessus. Non, ça ne peut être qu'Oppenheimer. C'est En vrai vrai de vrai. Oppenheimer, attends, avec toutes les nominations qu'il a aux Oscars en plus, puis en plus Christopher Nolan sera dans la salle pour recevoir son César d'honneur. Si c'est pas Oppenheimer qui remporte, Puis même au-delà de ça, le film est excellent. Il y a juste oui, enfin, on est d'accord. Il n'y a rien d'autre à ajouter, le film est excellent, il mérite largement son César, comme il va mériter quelques Oscars, mais ça, on reviendra dessus plus tard, mais bref, il mérite. Oppenheimer, sans hésitation. Là-dessus, on est d'accord. Il nous reste deux catégories. La catégorie suivante, c'est le meilleur premier film. Meilleur premier film, les nommés sont Bernadette, par Léa Domenac, Chien de la Casse, par Jean-Baptiste Durand, Le Ravissement, par Iris Kattenbach, Vermine, par Sébastien Vanissek, et Vincent doit mourir, par Stéphane Castan. Alors je sais, je n'ai pas vu Vermine, donc je vais pas pouvoir voter pour, malgré qu'apparemment il est incroyablissime. Donc je vais voter Chien de la Casse, parce que pour moi il est Chien de la Casse. Pour le beau jeu, je vais voter Vermine. Parce que pour moi, Vermine était vraiment incroyable. Même si je pense que c'est Chien de la Casse qui l'aura, je vais voter pour Vermine parce que j'ai vraiment très envie que Vermine en ait un. S'il vous plaît, Vermine, une récompense au moins. Tant que Chien de la Casse en a au moins une, je veux bien l'accepter. Et on termine avec la dernière catégorie, et pas des moindres. On parle ici de le meilleur film, donc le César du meilleur film. Et dans cette catégorie, les nommés sont Anatomie d'une chute par Justine Triet, Chien de la Casse par Jean-Baptiste Durand, Je verrai toujours vos visages par Jeanne Herry, Le procès Goldman par Cédric Kahn et Le règne animal par Thomas Caillet. Selon toi, Sébastien, lequel remporte le César du meilleur film? Alors déjà, je tiens à dire que pour les nommer, c'est un sacré... On a un beau palmarès, hein. Ouais, c'est vraiment beau. Alors, subjectivement, j'aimerais que ce soit Chien de la Casse, parce que j'ai vraiment aimé ce film plus que les autres. Mais si je dois être stratégique pour ne pas avoir à chroniquer un de tes films, je vais dire Anatomie d'une chute. Ok. Mais en vrai, je pense que c'est Anatomie d'une chute qui va tout rafler. Ouais, moi je pense que c'est aussi Anatomie d'une chute qui va l'avoir, mais j'ai pas envie de voter Anatomie d'une chute. Tu sais, moi j'ai aimé Anatomie d'une chute, mais je suis pas le plus grand fan de ce film non plus. Je l'ai trouvé vraiment correct, mais pas incroyable. Du coup, je vais dire Le règne animal. Ok, je comprends. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé Anatomie d'une chute, mais Chien de la Casse, moi, dans le cœur, hein, ce film. Ah, mais moi aussi j'ai adoré Chien de la Casse, mais meilleur premier film, d'accord, mais je suis pas sûr de. Non, meilleur film, non, il aura pas le meilleur film, c'est sûr.
Il aura premier film, mais pas film. D'accord, bah écoute, nos pronostics sont faits, donc tout est enregistré. Vous êtes maintenant témoin de la situation. Et on fera donc une deuxième partie avec les nominations aux Oscars dans le prochain épisode, ou peut-être celui d'après, mais avant en tout cas la cérémonie. Ouais. Si vous voulez suivre en direct la cérémonie, je vous rappelle que ce sera donc sur Canal+, en direct de l'Olympia. Donc on a hâte de voir ça. Moi je vais suivre ça de très près parce que je veux savoir si je vais gagner. Ouais, moi aussi. Et voilà qui est terminé pour le générique. On espère que cet épisode de Salle 1 vous aura plu. Sébastien, est-ce que ça t'a plu ? Mais oui, bah ça me plaira encore plus quand j'aurai gagné. Le fait qu'il y a un enjeu comme ça change tout. Hein, ça change absolument tout. Il n'y a plus de blague, là on joue là. Donc l'émission est maintenant terminée. On vous souhaite à tous et à toutes 2 excellentes semaines. On se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode suivant. N'oubliez pas de ramasser vos déchets et de suivre le panneau sortie en bas à gauche de l'écran. Et à dans 2 semaines!